Bonsoir. Arte vous propose aujourd'hui, dans l'aventure humaine, un film suivi d'un débat. Un dispositif exceptionnel pour un sujet particulièrement sensible. Il s'agit en effet de l'évolution de l'espèce humaine. Aujourd'hui, la théorie de l'évolution, établie par Charles Darwin en 1859, reste largement admise par la communauté scientifique. Néanmoins, au sein même des institutions nationales de recherche, des voix divergentes s'élèvent. Et aux États-Unis, un mouvement de plus en plus puissant milite pour que ces conceptions, qui font largement appel à des interprétations d'ordre spirituel, soient enseignées dans les écoles. Le film que nous vous proposons maintenant expose les travaux controversés d'une scientifique française, Anne d'Ambricourt-Malassé. Le débat qui le suivra complétera l'exposé de cette thèse. Pour cela, nous avons invité le professeur Pierre-Henri Gouillon, spécialiste de l'évolution, et le professeur Michel Morange, biologiste et spécialiste d'histoire et de philosophie des sciences. Nous nous retrouverons donc juste après la diffusion du film Homo sapiens, une nouvelle histoire de l'homme. Nous sommes Homo sapiens, et notre espèce est apparue au terme d'un long processus d'évolution enclenché il y a des millions d'années. Mais que savons-nous aujourd'hui de ce processus ? L'homme descend du singe, soit, mais comment et pourquoi un singe devient-il un homme ? Les scientifiques pensaient tenir une piste solide. Les premiers hommes étaient issus des grands singes qui s'étaient redressés pour survivre dans la savane. L'adaptation au milieu était donc le moteur de l'évolution. Mais aujourd'hui, de nombreux fossiles viennent remettre cette théorie en question et des chercheurs de différentes disciplines s'orientent vers une nouvelle hypothèse. Et si le moteur de l'évolution n'était pas à l'extérieur, mais au cœur de nos cellules ? Une nouvelle théorie voit le jour. Elle nous parle d'une logique interne, d'une mémoire qui continue d'agir en nous. Or, nos mâchoires nous confirment que ce processus n'est pas achevé. Homo sapiens évolue encore. Mais alors, vers quoi évoluons-nous ? Qui sera cet homme du futur qui nous succédera ? Au cours des 20 dernières années, le nombre de fossiles découverts a triplé et leurs révélations font voler les certitudes en éclats. La paléoanthropologie est en crise et chaque réunion de spécialistes dégénère en affrontement. La théorie qui affirme que les grands singes se sont redressés pour s'adapter à la savane se heurte de plus en plus à des faits contradictoires. Ce n'est pas vrai du tout. Toutes ces tendances montrent clairement peut-être un milieu arboré au départ, mais arboré, pas seulement arboré, peut-être en mosaïque. La multiplication des découvertes brouille les cartes, gomme les frontières et oblige à reconsidérer les questions fondamentales. D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Qui sommes-nous ? Quelle est la définition pour vous du taxon hominidé ? J'entends par hominidé l'ensemble du rameau humain, parce qu'on peut discuter. On a des collègues qui, dans hominidés, mettent aussi les chimpanzés et les gorilles. Les grottes de Sterkfontein sont un des sites préhistoriques les plus prolifiques de la planète. En 1997, Ron Clark a découvert à 40 mètres au fond de cette grotte un des fossiles qui est venu bouleverser les théories établies. Le squelette intact d'un de nos lointains ancêtres que le temps a transformé en pierre. Il s'agit d'un individu, d'un australopithèque datant d'environ 3,3 millions d'années, qui vivait dans un milieu forestier. Pour une raison ou pour une autre, il s'est trop approché d'une des crevasses qui communiquent avec les profondeurs de cette grotte. Il est tombé et s'est retrouvé piégé à l'intérieur. Il a peut-être survécu ici assez longtemps avant de mourir de faim.
Littlefoot est le premier fossile complet d'Australopithèque jamais découvert. Plus du tout grand singe, mais pas encore humain, la structure de son squelette permet d'affirmer qu'il était déjà redressé. Mais c'est la forme de son pied qui est venue mettre le feu aux poudres, car ce pied était bien plus adapté à une vie dans les arbres qu'à une vie dans la savane. Ce pied nous apprend que son gros orteil était plutôt comme un pouce. Il pouvait s'écarter légèrement des orteils. Il pouvait faire ceci, ce qui était très utile pour aider l'individu à grimper dans les arbres. Considéré comme un des pionniers de la paléontologie moderne, Philippe Tobias a lui-même dirigé les fouilles de Sterkfontein pendant plus d'un quart de siècle. Pour lui, le pied de Littlefoot est loin d'être la seule preuve que les australopithèques vivaient essentiellement dans les forêts. Lorsqu'on prend en compte tous les fossiles d'animaux, de plantes et d'hominidés découverts en Afrique du Sud et en Afrique de l'Est, ils nous montrent un ensemble d'êtres vivants, de plantes et d'animaux qui ne présentent aucun signe d'adaptation à la savane. Which were not savanna adjusted or savanna adapted. Instead, bien au contraire, nous y voyons un ensemble de créatures végétales et animales parfaitement adaptées à la vie dans la forêt. Nos ancêtres s'étaient donc déjà redressés alors qu'ils vivaient encore dans les forêts. Personne n'avait osé imaginer cela possible, car ce point crucial renverse à lui seul l'hypothèse qui depuis près de 30 ans dominait la réflexion sur l'hominisation. Depuis 30 ans, la vallée du Rift à l'est de l'Afrique est considérée comme le berceau de l'humanité, car c'est là qu'a été trouvé le plus grand nombre de fossiles d'Australopithèques. En 1974, Donald Johansson et Yves Coppens y découvrent Lucie. Elle est à l'époque notre plus vieil ancêtre redressé. L'East Side Story, ou hypothèse de la savane, devient dès lors la théorie dominante. Elle affirme que l'apparition de la faille du Grand Rift africain a séparé les grands singes en deux groupes. L'un est resté à l'ouest, dans les forêts, mais à l'est, l'autre groupe a dû s'adapter à un nouvel environnement, la savane. Pour survivre et repérer leurs prédateurs, ces singes ont dû se redresser au-dessus des hautes herbes, donnant ainsi naissance aux premiers australopithèques. Cette hypothèse séduisante faisait de l'adaptation au milieu la cause principale de l'évolution. Mais les découvertes récentes la remettent complètement en question. L'hypothèse de la savane, avec laquelle j'ai grandi, est morte. L'hypothèse de la savane est dépassée. Vous pouvez ouvrir la fenêtre et jeter l'hypothèse de la savane. Elle n'est plus défendable. Donc si ce n'est pas cela la raison du redressement de l'homme, si on ne peut l'expliquer ainsi, où en sommes-nous? Nous sommes revenus à la case départ. En 1983, la paléontologue Anne d'Ambricourt en est justement à la case départ. Comme beaucoup de ses collègues, elle a choisi un sujet de thèse qui s'attache à l'étude de l'évolution des mâchoires de nos ancêtres fossilisés. Cette étude l'amène à effectuer un geste récurrent, en apparence anodin, mais qui va pour elle déboucher sur une découverte fulgurante. Elle retourne les crânes. Donc quand on positionne la mandibule dans son contexte crânien, comme ceci, on retourne le crâne et on essaye de comparer, cette fois non plus la mandibule, mais la base du jeune chimpanzé
du jeune néandertalien, des jeunes sapiens fossiles. Par ce geste de retournement, elle vient de comprendre que ce qui change du singe à l'homme, ce n'est pas une simple modification des proportions. Ces crânes doivent être envisagés comme des ensembles dynamiques qui, d'une espèce à l'autre, trouvent un nouvel équilibre. Et la clé de cet équilibre est en dessous. Ce qui était vraiment tout à fait novateur, c'était de comprendre que si la forme de la mandibule a changé, la forme de la face supérieure a changé, eh bien c'est d'abord suite à un changement de position des os de la base. Elle l'ignore encore, mais une orthodontiste est parvenue à une constatation similaire. Lorsque des enfants souffrent de mauvais positionnement des dents, c'est en fait la dynamique de croissance de l'ensemble du crâne qui est en cause. Il y a aussi des adultes qui viennent? Non. Ah non, moi je soigne que les petits-enfants. Ah oui. En équipant de très jeunes enfants d'appareils qui agissent directement sur la base du crâne, Marie-Joseph Dehaye parvient à rééquilibrer cette dynamique et obtient des résultats bien plus stables qu'en rectifiant uniquement la position des dents elles-mêmes. On traite des enfants de 6 ans car il nous paraît beaucoup plus simple d'agir à cet âge, même avant l'âge de 6 ans, de pouvoir agir sur l'os lui-même, sur sa croissance. En Europe, 70% des enfants ont des problèmes de positionnement des dents et des mâchoires. Aux États-Unis, 80%. Au Japon, 95%. Une instabilité croissante qui semble avoir débuté à l'époque du Moyen-Âge. Ce ne sont pas des mutants, génétiquement parlant. Ce sont des enfants tout venant. Ce sont tes enfants, ce sont mes enfants. Donc, globalement, on se rend compte que sur toute la planète, les malpositions dentaires sont de plus en plus fréquentes et on a besoin d'orthodontistes partout. Nous sommes face à un constat, il y a encore évolution de la forme de la mandibule et donc de la forme des os crâniens. Ces deux pionnières découvraient en fait un même phénomène évolutif. L'une en étudiant les mâchoires de nos enfants, l'autre celle de nos ancêtres. Quand on compare les espèces fossiles, sans rien toucher à la classification, je n'ai pas touché la classification, eh bien effectivement, on constate une évolution de la forme qui se fait toujours dans le même sens. Chez les premiers primates, la base du crâne est plate. Plus on s'approche de l'Homo sapiens, plus elle apparaît repliée sur elle-même. Et plus la base fléchit, plus l'espèce correspondante est redressée. Ce qu'on a retrouvé en commun, sans le savoir l'une ou l'autre, c'est que dans son travail, elle arrivait à parler d'un phénomène donc de flexion, c'est-à-dire comment cette base ici est en train donc de s'organiser de plus en plus pliée sur elle-même, donc au cours de la phylogénèse, et moi au cours de l'ontogénèse, c'est-à-dire au cours du développement du petit enfant, je me rendais compte que cette base, effectivement, elle pliait, mais qu'elle n'était pas forcément pliée, fléchie, avec la même amplitude chez tous les enfants. Chacune de son côté, elles travaillent à documenter, mesurer, analyser ce phénomène. Au fil de l'évolution, la base du crâne fléchit de plus en plus et toujours dans le même sens. Et ce sont les variations de cette flexion qui peuvent expliquer les problèmes de dents des enfants d'aujourd'hui. Mais alors, quelle est la cheville ouvrière de cette flexion? C'est bien 47, 49, 135, 128. On est dans la marge des... Elles parviennent ensemble à la même conclusion. La base du crâne, comme l'ensemble de la dynamique crânienne, s'organise autour d'un os unique, le sphénoïde. Il s'avère, à mesure que l'on remonte au développement, que l'os, qui est le premier à se mettre en place et qui, par sa forme, va déterminer la position des autres os, c'est ce qu'on appelle le sphénoïde. L'os, voilà, le plus complexe, mais le plus différencié du crâne. Le sphénoïde, un os caché au centre du crâne. Un os d'une dizaine de centimètres d'envergure.
un os en forme de papillon, placé au niveau des yeux, juste en dessous du cerveau. Au cours de notre développement, c'est autour de lui que notre crâne puis notre squelette vont se mettre en place. L'os sphénoïdal, c'est donc le pilier central de tout notre grand pulse crânien. En avant de lui, la région du front, latéralement, les os temporaux et les os pariétaux. En arrière de lui, eh bien, toute une série d'os qui vont s'établir sur la colonne vertébrale qui va déterminer notre posture, notre statique bipède. Et il y a une grande articulation. C'est celle qui unit le sphénoïde avec l'occipital. Et ces articulations vont travailler au moment de la mastication, vont travailler, absorber toutes les contraintes, non seulement de la mastication, mais de la bipédie. Même si on a l'apparence d'avoir des solides, en fait, la construction de chaque os obéit à des lois de mécanique des fluides. Donc nous n'avons pas un bloc d'os, nous avons réellement un pulse qui est en train de vivre et de se dynamiser et de bouger. Le sphénoïde, c'est la clé de voûte. C'est sa forme qui a évolué au fil des millénaires. Et chaque fois qu'il a fléchi, il a entraîné l'apparition d'une nouvelle espèce de notre grande famille. Or, phénomène extraordinaire, en 60 millions d'années, le sphénoïde a changé 5 fois de forme, pliant chaque fois un peu plus, et toujours dans la même direction. Comment comprendre la répétition d'un tel phénomène à des millions d'années d'intervalle ? Pour la première fois apparaît un fil rouge qui semble traverser toute l'histoire de l'évolution, des premiers primates jusqu'à l'homme moderne. Mais à quel moment du développement d'un individu cet os fondamental se met-il en place? Et comment? Anne d'Ambricourt se plonge alors dans l'étude du développement de l'embryon et du fœtus. Elle veut découvrir à quel moment précis le sphénoïde acquiert sa forme. En remontant au-delà de la période fœtale, en lisant tout ce qui avait pu être écrit, décrit et publié sur la flexion de la base, j'ai réussi à trouver le moment où le crâne se forme, la base se forme, elle se forme seule, et le moment où on assiste à la flexion est bien décrit, et c'est entre 7 et 8 semaines, c'est-à-dire pratiquement à la fin de la période embryonnaire, juste avant que la période fœtale commence. Le sphénoïde est le premier os qui se forme chez l'embryon. Dans les premiers jours de la vie, il est plat, comme chez tous les mammifères. Puis, le cerveau et le système nerveux s'enroulent progressivement autour et le sphénoïde fléchit. En étudiant le développement de cet os chez différentes espèces de primates, Anne d'Ambricourt découvre qu'il fléchit d'une manière identique, mais avec plus d'amplitude chez l'homme que chez les autres espèces. Comme s'il était guidé par une même dynamique, comme s'il existait quelque part en nous une mémoire de l'espèce, une mémoire du chemin parcouru par l'évolution. Manifestement, il y a une mémoire interne, parce que si cette mémoire n'existe pas, le processus de flexion de la base, j'entends plus important, ne se répète pas. Quand par malheur le sphénoïde de l'embryon ne fléchit pas, voici le crâne de l'enfant qui vient au monde. Il n'est bien sûr pas viable. Le cerveau est à peine ébauché et la mâchoire énorme, des proportions qui rappellent de façon flagrante celles des crânes archaïques. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. On ne voit pas cet enroulement de la bascule occipitale et puis ce plissement donc, au niveau du sphénoïde. Ça, c'est tout à fait caractéristique. Et puis la grandeur de la mâchoire. Ah oui, oui, très très grande. Hein, très, très grande. C'est étonnant. Et surtout la branche montante. Ça, c'est un caractère primitif, ça aussi. Oui, hein, cette branche montante très développée. Et on a quelque chose comme une sorte de petit résumé de l'évolution humaine qui est assez intéressante. Tout à fait. Si la mémoire de cette dynamique s'est transmise au fil des millénaires, qu'elle existe quelque part au cœur de nos cellules, alors cela voudrait dire que le moteur de notre évolution n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de chacun de nous. Notre processus évolutif serait le résultat d'une logique interne
qui aurait conduit nos ancêtres d'il y a 60 millions d'années vers l'homme d'aujourd'hui et qui nous pousse déjà vers l'homme de demain. C'est donc une histoire constamment interne. Et l'extérieur n'intervient qu'après, de façon seconde. Manifestement, donc ce qui se dégage de cette nouvelle approche, maintenant depuis une vingtaine d'années, c'est que si l'environnement a un rôle, il n'est pas suffisant. Cette affirmation du rôle prépondérant d'une logique interne s'oppose radicalement à l'hypothèse de l'adaptation au milieu comme principal moteur de l'évolution. Mais alors, pour la question du climat, je reviens sur la question très précise. Est-ce que... À l'Académie des sciences, lorsqu'Anne d'Ambricourt expose ses découvertes et la théorie dans laquelle elles s'inscrivent, elle se heurte à forte résistance. Avec un changement du milieu. Je voudrais dire à Anne d'Ambricourt que je l'ai bien écouté, ça m'intéresse toujours son discours. On est en opposition depuis longtemps à propos de l'adaptation au milieu. Moi, je reste convaincu que l'hominidé, que le préhumain, à ces époques anciennes, est totalement soumis au milieu. I'm sorry, if you imagine that humans, arose at 6 million years ago and stayed humans, it's non-evolutionary. Chacun campe sur ses positions. Pour convaincre, Anne d'Ambricourt sait qu'il lui faut désormais comprendre en profondeur le mécanisme qu'elle a mis en évidence. Décomposer les étapes de l'étonnant mouvement de notre sphénoïde. Mais qu'est-ce qui réactive? Qu'est-ce qui va solliciter cette mémoire? Qu'est-ce qui va réactiver cette mémoire? Ces questions-là, il faut les poser si on veut vraiment comprendre davantage les australopithèques, les hommes, sapiens, et la suite. Donc, voilà. Pour étayer et développer sa découverte, Anne d'Ambricourt multiplie les mesures. Elle cherche à préciser à quel moment successif le sphénoïde s'est plié au cours de l'évolution des hominidés. Les ailes du sphénoïde, petites ailes et les grandes ailes qui vont, elles, sur les côtés. Professor Tobias. How are you? Welcome, welcome. I'm so happy to see you again. Wonderful to see you. After... Bienvenue, welcome to Johannesburg. Thank you. And to Witwatersrand University. Philippe Tobias a toujours soutenu et encouragé Anne dans sa démarche. Lovely fossils. Yeah. Lovely fossils. Il met aujourd'hui à sa disposition l'ensemble de sa collection. Un trésor unique, fruit d'une vie de recherche. Beautiful surface there. A condyle is convex, not concave. That's a very big condyle for an early hominid. Sur cette table, 3,5 millions d'années de notre histoire. Des fossiles originaux d'hominidés qu'Anne peut retourner à loisir pour tenter de mesurer la flexion de leur base. It's like doing a jigsaw puzzle. You've gone a long way. Vous avez déjà parcouru un long chemin depuis notre première rencontre. Mais si vous me permettez de vous le dire, il vous reste encore un long chemin à parcourir. Il lui faudra 20 années de recherche à travers le monde pour pouvoir décrire en toute certitude les transformations du sphénoïde au fil du temps. Mais ce qu'elle découvre confirme ses premiers résultats. L'évolution des hominidés ne s'est pas faite progressivement, mais par grands paliers. Entre chaque fléchissement de la base, une période de stabilité de plus en plus courte. Et chaque fois que le sphénoïde reprend son mouvement, une nouvelle étape dans le processus d'hominisation est franchie. L'histoire que racontent les flexions successives du sphénoïde, c'est l'histoire des grandes mutations qui ont mené jusqu'à l'homme. C'est notre histoire. Voilà l'histoire assez étonnante des mammifères quand c'est la base du crâne qui est plate, qui se met à tourner et qui semble ne plus pouvoir s'arrêter une fois que le processus est enclenché. Cette histoire commence il y a 60 millions d'années. Nos premiers ancêtres, les prosimiens, peuplaient les forêts du monde entier. Ces lémuriens de Madagascar sont les derniers représentants modernes de leur espèce. Ils sont les premiers acteurs de la grande histoire interne, mais leur sphénoïde
n'a pas encore plié. Quand on regarde la base, elle est très longue et plate. Les prosimiens possédaient déjà un point commun avec nous, une ébauche de notre main, ce pouce, qui des millénaires plus tard deviendra indispensable à l'homme. Il y a 40 millions d'années, le sphénoïde se plie pour la première fois et entraîne avec lui la première grande mutation de notre histoire. Ce phénomène ne s'observe chez aucune autre grande famille que la nôtre. Et ce qui ressort dès les premières comparaisons, c'est la perte de la forme plate du crâne. Chez les simiens, la base est légèrement fléchie. C'est l'apparition des singes, des centaines d'espèces qui depuis 40 millions d'années peuplent les forêts de toute la planète. Cette mutation, comme toutes celles qui vont suivre, entraîne l'apparition de nouvelles facultés qui annoncent déjà celles des hommes à venir. Les yeux se sont déplacés des côtés du visage vers la face. La stéréoscopie vient d'apparaître. Et c'est un point essentiel. Le temps semble se contracter. Les grandes mutations de l'hominisation vont s'enchaîner de plus en plus rapidement, comme si l'horloge interne s'emballait peu à peu. L'on observe pour la deuxième fois une déformation du sphénoïde. L'ensemble du crâne se développe dans un contexte où la base est plus fléchie. Et le cerveau va se compliquer, et la face va être moins prognate. C'est l'apparition des grands singes. Eux aussi vont peupler la Terre entière. Des dizaines d'espèces dont seules 4 ont survécu jusqu'à nos jours. Les chimpanzés, les gorilles, les orang-outans et les bonobos. Ils sont nos plus proches cousins encore vivants. Nous partageons avec eux plus de 98% de nos gènes. La flexion de leur sphénoïde a permis le développement d'un cerveau plus complexe. Ils utilisent des outils, élaborent des stratégies et manifestent des signes de conscience ainsi qu'un certain sens de l'humour. On peut déceler chez eux les tout premiers signes qu'une tendance au développement d'une culture est en train de se manifester. Le rythme s'accélère encore. Il y a 6 millions d'années, le sphénoïde plie une 3e fois, toujours dans le même sens. C'est l'apparition de l'Australopithèque. Ce n'est plus du tout un grand singe, mais pas encore un homme. Il ne s'appuie jamais sur ses membres antérieurs, à la différence des grands singes. Il a acquis une certaine verticalité, mais ça n'est pas la nôtre. La base à l'intérieur est fléchie et redressée, mais à l'extérieur, non. Si bien qu'il est encore un peu à porte-à-faux. Et quand il se déplace, il n'a pas l'équilibre bipède d'un homme. This is the famous little child. Le voilà, ce célèbre enfant. We have the beautiful little face. Regardez ce merveilleux petit visage. Perfect articulation. Cette articulation parfaite. Et voilà. The brain. Le cerveau. Tang, un des plus précieux fossiles d'Australopithèque. Un bijou de 2,3 millions d'années. Il comprend le seul fossile de cerveau jamais découvert, moins de 500 cm3, encore 3 à 4 fois plus petit que le nôtre, mais déjà beaucoup plus complexe que celui des grands singes. C'est la nouvelle position de son sphénoïde qui a permis son développement. Le cerveau était la clé.
Ils avaient cette main qui leur permettait d'utiliser des outils, mais ils avaient surtout un cerveau qui les guidait dans cet usage. Un cerveau qui leur suggérait d'éviter toute confrontation avec les grands carnivores. Et ils ont bâti leur existence avec cette astuce, l'usage de ce cerveau et la culture qu'ils étaient en train de développer. Grâce à ces nouveaux talents, l'Australopithèque s'aventure dans les savanes environnantes, sans doute pour y chasser. Mais pour encore 2 à 3 millions d'années, son habitat reste la forêt, et c'est dans les arbres qu'il se réfugie la nuit. Peut-être dormaient-ils dans les arbres pour rester hors de portée des léopards, comme le font aujourd'hui les gorilles et les chimpanzés. Ce que nous entrevoyons aujourd'hui, c'est un nouveau modèle de redressement. Avant même qu'ils ne quittent les arbres, ils étaient peut-être déjà redressés jusqu'à un certain point. Ils avaient déjà acquis les caractéristiques d'hominidés qui autorisent la station debout et la marche ou la course bipède. Le règne de l'Australopithèque va durer 4 millions d'années. Sous ce nom se rangent de nombreuses espèces, mais toutes sont dotées d'un sphénoïde similaire. Son intelligence lui permettra d'élaborer des outils plus sophistiqués, mais il ne maîtrisera jamais le feu. On retrouve ces fossiles aussi bien au sud qu'à l'est et au nord de l'Afrique, qu'il semble n'avoir jamais quitté. C'est ce personnage qui portait tout l'avenir en lui. C'est de lui que vous et moi sommes issus. Il y a 2 millions d'années, le temps se contracte une 4e fois. Le sphénoïde fléchit et nos ancêtres se redressent encore. C'est l'apparition de ceux à qui on a donné le nom d'homme, Homo. Une appellation qui englobe de nombreuses espèces nommées au gré des découvertes, Ergaster, habilis, Erectus, mais tous ont un sphénoïde qui présente une flexion similaire. Ils ont un bassin différent. Les proportions des membres sont différentes. L'homme est un marcheur, c'est un coureur. Donc nouvel équilibre bipède, un nouveau développement psychomoteur, et toujours le même scénario. La base du crâne montre un sphénoïde encore plus tourné sur lui-même. Le grand bouleversement qui accompagne l'émergence d'Homo, c'est l'apparition du langage. La nouvelle position de leur sphénoïde a encore augmenté la complexité du cerveau de ces premiers hommes. Elle a aussi en partie libéré leur larynx, rendant possible la parole. Ces femmes sont les dernières à parler le Khoisan, une des langues des Bushman, phonétiquement l'une des plus riches du monde. Elle intègre, en plus de tous nos sons, ceux prononcés par les premiers hommes. Tout un système de claquements de langue et de bouche très sophistiqué qui remplaçait alors les voyelles que les premiers hommes ne pouvaient encore prononcer. You have the dental click, ha, the lateral click, ha, alveopalatal, ha, palatal, ha, and the bilabial, which is specific only to this language, ha. Avant que notre appareil phonatoire ne soit totalement développé, on claquait notre langue contre le palais, les dents et les joues. Pas besoin de voyelles, car on pouvait enrichir ainsi un langage plutôt rudimentaire grâce à ces sons très contrastés. Ces femmes sont les dernières à pouvoir raconter comment l'homme s'est un jour mis à parler. Van die leeuw, nou die Bushman, daarvan had hij opgeteld. Had hij die klik van die leeuw, zijn bril, zijn stara, daar had hij zijn mond toegemaakt. Nou net zoals die Bushman. Die leeuw. Wat is die leeuw? Leeuw. En als je een wijskreeuw, dan kan je horen.
Bushman. Toi, così, urdi full, uscanere fuori. E sei hier sentele. Als. Hij had ook zeker. Die voelen zeker. Albert Crew. Kan je horen, bril. Dat is klik daar. Nou, de Bushman. En die dieren. Hij had die klik. Doué de paroles, d'une pensée élaborée, tailleur de pierre confirmé et chasseur de gros gibier, l'homme suit les cours d'eau et s'aventure pour la première fois hors du continent africain. La conquête du monde vient de commencer. Elle va se poursuivre pendant près de 2 millions d'années. Il y a 160 000 ans, l'horloge interne s'emballe une fois encore. Le sphénoïde fléchit pour la 5e fois. Le cerveau se complique beaucoup plus, il est mieux irrigué. Et naturellement, eh bien, après cette évolution biologique, on va voir également une évolution culturelle très rapide. C'est l'Homo sapiens qui apparaît. C'est l'avènement de la pensée abstraite. L'outil de pierre n'est plus seulement utilitaire et devient parfois objet de prestige. L'art apparaît sur les parois rocheuses du monde entier. Alors peut-on considérer ces traces comme de premiers rudiments d'écriture? Elle n'apparaîtra bien sûr que beaucoup plus tard. Mais je pense qu'ils en ont parlé bien longtemps avant de s'y mettre. Le plus extraordinaire dans la découverte d'Anne d'Ambricourt, c'est qu'elle ne remet nullement en cause la classification traditionnelle des fossiles. Bien au contraire, l'angle formé par la base du crâne devient un critère mesurable d'appartenance à l'une ou l'autre des espèces qui se sont succédées jusqu'à nous. Il apporte par exemple une réponse claire à une des questions qui divisent la communauté scientifique. Le crâne de Toumaï, un fossile de plus de 6 millions d'années prétendant au titre de plus vieil ancêtre de l'humanité, est-il celui d'un grand singe ou déjà celui d'un hominidé? Anne n'a eu accès qu'à des moulages et à des photos de Toumaï, mais elle parvient tout de même à comparer les angles de sa base à ceux des fossiles de son protocole d'étude. Cette base, elle est longue. Elle est trop longue pour un hominien. C'est trop long. C'est un grand singe déformé. Voilà. Pour le moment, avec ces éléments, rien ne permet de penser que c'est un hominien. Cette nouvelle lecture de notre histoire permet aussi de résoudre des énigmes que les théories précédentes peinaient de plus en plus à expliquer. La façon dont l'homme a peuplé la Terre est une de ces énigmes. On sait que les premiers hommes sont apparus en Afrique il y a 2 millions d'années et en sont partis pour coloniser le monde. Les théories classiques affirment que c'est de nouveau en Afrique que l'évolution vers Homo sapiens s'est produite il y a 160 000 ans. Sapiens aurait alors colonisé le monde une seconde fois depuis le continent africain et partout, les hominidés qui l'ont précédé auraient alors mystérieusement disparu. Certains faits viennent contredire cette vision. L'intérêt pour la préhistoire en Chine est récent, 70 ans à peine. Mais les découvertes qu'on y a faites posent de nombreuses questions. Les fossiles chinois montrent que les premiers hommes ont bien atteint l'Asie il y a plus d'1 million d'années. Mais ils semblent aussi montrer qu'ils y ont poursuivi leur évolution vers Homo sapiens, ce qui contredirait l'hypothèse d'une seconde migration. Anne d'Ambricourt est venue ici examiner Dali,
un fossile daté de 2 à 300 000 ans, vestige d'une espèce humaine intermédiaire qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. C'est le grand paléontologue chinois Wu Xinxi qui a la garde de ce crâne extraordinaire. Il est très moderne. Par contre, toute la partie de la face supérieure, la voûte, tout ce qui est le cerveau du fœtus et de l'enfant et de l'adulte, c'est resté archaïque. Yes. C'est un plan nucal qui est archaïque aussi. Oui. Il y a deux souches de l'homme moderne. Car l'homme a continué son évolution après avoir migré et s'être éparpillé dans le monde. C'est ce qui explique l'existence de Dali en Asie et ailleurs de l'homme de Néandertal. Ce sont des histoires différentes. Dali démontrerait donc que les premiers hommes ont évolué simultanément vers Sapiens dans différents endroits de la planète. L'homme moderne n'aurait donc pas un, mais plusieurs berceaux. Marie-Joseph Dehaye s'est également rendue en Chine et les différences qu'elle a observées entre les dynamiques crâniennes des enfants chinois et européens l'amènent à la même conclusion. À Pékin, nous avons vu des enfants qui étaient d'ailleurs plus âgés, qui avaient en apparence la même déformation, mais qui étaient corrigés en un temps record. Donc, on ne pouvait pas expliquer par l'appareillage la différence de réponse. Il y avait probablement au niveau même de la construction du crâne un mode de croissance qui était différent pour nous donner une réponse aussi rapide. Finalement, on va se retrouver avec une construction, un pulse crânien qui ne va pas s'organiser de la même manière si on se trouve dans un berceau européen ou dans un berceau africain ou dans un berceau asiatique. Donc c'est à nous, par l'étude de l'enfant moderne, je pense qu'on va pouvoir comprendre le mode d'organisation de ces différents berceaux de l'humanité en fait. S'il existe plusieurs berceaux de l'homme moderne, alors Sapiens n'a pas colonisé une seconde fois la planète depuis l'Afrique. Cette hypothèse change totalement la carte du peuplement de la Terre par l'homme. Les premiers hommes ont bien quitté l'Afrique il y a 2 millions d'années, mais ils auraient ensuite évolué dans différentes régions de la planète en donnant naissance à un foisonnement d'espèces. Certaines, comme Néandertal en Europe ou les Simanthropes en Asie, se sont éteintes sans laisser de descendance, mais d'autres, en Afrique et en Asie, ont simultanément engendré des hommes modernes. Alors, quelle est cette logique qui conduit le sphénoïde et le crâne à se reconstruire partout et toujours dans le même sens? Comment un tel mécanisme peut-il exister et se transmettre? Pour le comprendre, c'est vers la génétique que les paléontologues se tournent. Il y a une répétition d'une cause. Cette cause génétique, en tout cas elle est mémorisée, elle est donc héréditaire, eh bien on la retrouve, elle est conservée, elle est interne, elle est transmissible. Il est bien évident que la structure du crâne, la contraction de la face, sont certainement contrôlées par des gènes de régulation. Les gènes architectes, les gènes OX, comme on appelle des gènes à homéoboîte, homéobox en anglais, qui sont des gènes qui permettent de contrôler, de réguler le développement des individus au point de vue embryologique. Cet animal est un axolote, un petit lézard aquatique du Mexique. Il a permis la mise en évidence du rôle de ces gènes architectes. Par l'injection d'une hormone qui stimule l'action d'un de ces gènes, on peut modifier profondément le plan de développement de l'axolote. En quelques jours, les branchies situées de part et d'autre de la tête commencent à rétrécir. Puis, rétrécissent encore. Puis disparaissent. L'axolote sort alors de l'eau.
il est devenu un animal terrestre équipé de poumons. Pas besoin de milliers de mutations, pas besoin de millions de mutations. Mutation de 2 à 4 gènes seulement de régulation change la structure d'un organisme complètement. Ainsi, la mutation de quelques gènes pourrait suffire à expliquer la spectaculaire différence morphologique qui nous sépare du singe, bien que nous ayons 98% de patrimoine génétique en commun. C'est-à-dire que les mutations qui interviennent au début sur des gènes qui contrôlent le début du développement vont être extrêmement importantes. Parce qu'une mutation qui intervient à ce niveau-là peut changer un plan d'organisation du vivant. La question du redressement des quadrupèdes pour passer à une station debout demande toute une série de modifications qui ne peuvent pas être liées à une seule partie de notre corps. Donc c'est très difficile de concevoir que tout ce mécanisme se soit passé d'une façon très, très linéaire, graduelle, avec un animal qui, en évoluant, s'est de plus en plus redressé, a de mieux en mieux marché, qui est encore la pensée relativement prépondérante dans ce domaine, plutôt que d'imaginer un changement relativement important qui a fait qu'une espèce, à un moment donné, eh bien, mon Dieu avait les caractéristiques morphologiques suffisantes, nécessaires, pour pouvoir acquérir une station debout relativement stable et puis marcher. Ces découvertes récentes de la génétique viennent étayer la vision d'une évolution vers l'homme moderne par grandes mutations. Ces paliers qu'Anne d'Ambricourt mesure dans les fléchissements successifs du sphénoïde. Mais comment pourrait se transmettre la logique interne qui anime ce processus? La programmation de cette logique interne, c'est en fait la sorte de bande magnétique qui doit être lue d'une façon ou d'une autre et qui est transmise donc de parents à enfants et qui existe dans toutes nos cellules, c'est notre ADN. L'embryon, il a un problème devant lui qui est un problème formidable, c'est d'arriver au bout sans savoir qui va y arriver et sans savoir qu'est-ce que c'est le but. C'est une machine qui se met en route, qui est auto-alimentée, et puis qui passe par des étapes qui en entraînent d'autres, donc qui suivent une sorte de logique, une sorte de canalisation, qui fait qu'on va toujours au même endroit, parce que la solution à cette équation, elle est relativement unique. Si on se trompe à un moment donné, c'est perdu. Sur le plan évolutif, on pourrait penser que c'est ce qui est arrivé aux hommes de Néandertal. Ces hommes d'une autre espèce cohabitaient encore il y a 30 000 ans avec nos ancêtres sapiens européens. Puis, ils ont disparu sans descendance. Peut-être n'était-il tout simplement pas la bonne solution. Sur l'ensemble de l'évolution, on constate le même phénomène. Il y a eu bien plus d'espèces qui ont disparu, qui se sont montrées incapables de survivre à de violents changements de climat ou de milieu, que d'espèces qui ont bénéficié des bonnes mutations et ont survécu. L'évolution est une exception. C'est l'extinction, la règle. Ce que la découverte d'Anne d'Ambricourt met en évidence, c'est qu'en ce qui concerne l'évolution de l'homme, la bonne mutation semble avoir été chaque fois dans la même direction. Il y aurait donc un axe, une dynamique globale que suit partout l'évolution? Une question troublante que sont aussi amenés à se poser tous les chercheurs qui étudient l'apparition de la vie ou l'histoire de l'univers. Je suis convaincu que cette histoire de la vie est passée elle-même, comme l'histoire de la matière inerte, du plus simple au plus compliqué. La meilleure preuve, c'est que tous les fossiles des 3 premiers milliards d'années sont des fossiles unicellulaires, et il faut atteindre le 4e milliard pour avoir des fossiles pluricellulaires, autrement dit des êtres vivants qui ont été multicellulaires. Et cette loi vraiment générale, à notre univers en tout cas,
se lit aussi bien dans le ciel que sur la terre, que dans l'histoire de la vie et l'histoire de l'âme. Ainsi, il y aurait des lois générales, comme celle de la complexité croissante, qui organise à la fois la vie et le monde de la matière. Des lois que nous constatons sans encore les comprendre, qui articulent notre histoire, comme celle de notre univers. Et c'est en suivant ces lois que notre sphénoïde, un jour, se pliera de nouveau, pour donner naissance à l'homme qui nous succédera. Ce processus n'a pas de raison de s'arrêter à Sapiens. On sait que dans quelques milliers d'années, dizaines de milliers d'années, je ne sais pas, le temps là, par contre, n'est pas connu, on est tout à fait en droit de penser que ce sont des populations qui vont évoluer de façon simultanée, synchrone. Alors, vers quoi évoluons-nous ? Ce que nous savons de notre évolution passée nous permet-il aujourd'hui d'imaginer ce que sera cet homme à venir ? On va peut-être probablement évoluer encore dans notre forme. Je pense que la forme du visage n'est pas aboutie. Ça, par contre, la forme du visage n'est pas aboutie. Et la forme de la mâchoire supérieure, je ne sais pas comment elle va évoluer avec le brassage populationnel. Par contre, dans un temps immédiat, la construction et le nombre de neurones qui est en train donc de, je dirais, se multiplier, ça par contre c'est de l'immédiat. On a quand même vraiment, sur le plan cognitif, on a l'impression que le câblage neuronal se fait vraiment tout de suite d'une manière accélérée. Donc l'évolution cognitive du petit enfant, l'évolution neuronale, eh bien oui, là on peut miser là-dessus dans les temps présents très proches. Impossible de dire quand notre sphénoïde fléchira à nouveau. Mais comment ne pas penser que les modifications actuelles de nos crânes sont peut-être les signes avant-coureurs de notre prochaine grande mutation ? Les tendances amorcées il y a 5 millions d'années, accroissement de la capacité crânienne, verticalisation de la face, arrondissement de la partie postérieure du crâne, réduction du massif dentaire, facial, sont des tendances amorcées et qui se poursuivent et qui se poursuivront. Nous serons dans 1 million d'années, si la Terre n'a pas explosé, eh bien on aura des crânes qui seront extrêmement hauts, extrêmement bombés, avec des mandibules extrêmement petites. Les scientifiques prévoient que nos cerveaux vont se complexifier encore. Cet homme au grand front partira-t-il, comme ses ancêtres, à la découverte de nouveaux mondes ? L'Homo futurus sera-t-il l'humanoïde que nous avons rêvé ? On peut imaginer aussi plein de gadgets électroniques à mettre sur la peau, sous la peau, sur les organes, dans les organes, à la place des organes. Pour la première fois depuis les débuts de la vie, un être, l'humain, a peut-être le pouvoir d'agir sur sa propre évolution. Capable, grâce à ses progrès techniques et scientifiques, d'intervenir au cœur de la cellule, ne va-t-il pas tenter de modifier le cours de cette aventure intérieure ? Sapiens laissera-t-il à cet Homo futurus le temps de lui succéder ? Si l'homme ne réussit pas à contrôler sa démographie et de préserver les qualités de sa planète, il risque de disparaître. Et c'est-à-dire que le monde redeviendra ce qu'il est, effectivement, un monde de bactéries et d'arthropodes, des insectes. On peut aussi espérer que ces êtres humains auront une conscience de leur berceau, qui ne sera plus l'Afrique, mais qui sera la planète. C'est l'usage qu'il fera de ce cerveau qui sera déterminant pour sa survie et son adaptation. C'est là la vraie leçon de l'évolution humaine. Il faut transmettre aux enfants, j'entends par le langage, leur transmettre les mécanismes de la survie et leur transmettre le sens profond des rituels, de l'esprit et de l'élan spirituel qui sont en train de devenir de plus en plus déterminants pour la survie de l'homme. Ever more increasingly important in human survival.
C'est là qu'est notre avenir. Nous sommes Homo sapiens, et nous sommes les premiers à avoir un cerveau assez complexe pour nous permettre de questionner l'histoire de notre propre évolution. Mais avons-nous la capacité d'atteindre les réponses? Ou devrons-nous toujours buter sur des limites qu'Homo futurus dépassera sans doute, comme des évidences? Tout de suite, Arte vous présente un débat scientifique sur les différentes théories de l'évolution. Et la semaine prochaine, l'aventure humaine nous emmènera sur l'immense chantier de restauration de Versailles. L'opération de sauvegarde sans précédent qui a été lancée doit s'étaler sur 17 ans. Nous verrons comment le geste le plus artisanal s'accompagne des technologies les plus avancées. Visite savante la semaine prochaine en privé sur le net. Nous venons de voir le film Homo sapiens, une nouvelle histoire de l'homme. Et pour le compléter, nous retrouvons nos deux invités, Pierre-Henri Gouillon, spécialiste de l'évolution, et Michel Morange, biologiste et spécialiste d'histoire et de philosophie des sciences. Peut-être pour commencer ce débat, nous pourrions demander à nos deux invités quel est leur avis général sur ce film et sur l'exposé de la thèse d'Anne d'Ambricourt. Michel Morange, pour commencer peut-être. Ce film m'a gêné parce qu'on a un certain nombre de faits connus sur l'évolution, connus ou récents sur l'évolution des hominidés, mais en même temps, d'abord beaucoup de faits que même en n'étant pas anthropologue, me semblaient bien établis, n'apparaissent pas du tout dans ce film. Il y a une sélection très stricte des faits retenus. D'autre part, il y a un certain nombre d'hypothèses qui sont présentées comme des certitudes, alors que je sais qu'il y a des hypothèses concurrentes qui même souvent sont plus fortement soutenues que celle qui est retenue. Et puis, il y a de temps en temps des sauts importants. On passe d'une contestation sur un modèle particulier à une hypothèse tout à fait révolutionnaire sans preuve scientifique. On va revenir sur les points particuliers que vous pouvez critiquer ou contester. Mais Pierre-Henri Gouillon, même question, quel est votre sentiment général sur ce film? Oui, mon sentiment, c'est un sentiment de malaise, effectivement. Comme le disait Michel Morange, on est tout le temps en train de se demander pourquoi est-ce que ce fait-là est mis en lumière, que cet autre-là est caché. Et puis aussi, il y a des choses qui sont vraies, puis tout d'un coup, on glisse sur quelque chose dont on se dit, mais ça, on ne peut pas être d'accord avec ça, ou pire, ce fait-là est vrai, mais de la façon dont il est présenté, il va induire une idée qui n'est pas juste chez le spectateur. Et donc, il y a quand même quelque chose d'extrêmement gênant dans ce film. Est-ce que, paradoxalement, par rapport à ce que vous dites, on peut quand même y trouver des choses nouvelles? Est-ce qu'il y a des nouvelles conceptions qui sont exposées parce qu'elles sont un peu présentées de cette façon? Alors, sur les faits, non. Et d'ailleurs, le sphénoïde, c'est en 1934 que sa flexion a été décrite par un paléontologue. Donc ça, c'est pas des choses nouvelles. Ce qui est nouveau, et alors vraiment nouveau, et d'ailleurs très contestable, c'est la façon dont on éclaire les faits. C'est-à-dire que les faits eux-mêmes sont connus, mais l'éclairage qui est donné là est un éclairage qui pose vraiment problème et donc on peut considérer comme nouveau, ou alors au contraire considérer comme extrêmement ancien, selon le point de vue où on se place. Alors pour entrer dans le vif du sujet, l'un des points qui est évoqué, justement, en forme d'éclairage, en forme d'interprétation d'une certaine façon de ces faits, c'est, Michel Morange, c'est le moteur interne de l'évolution. Qu'est-ce qu'évoque pour vous cette notion ? Pour moi, personnellement, pas grand-chose. Ou plutôt, ça évoque une très longue tradition de l'histoire de la biologie, une tradition qui a toujours conduit à un échec, c'est-à-dire jamais on a découvert ce qu'était ce moteur interne. Dans le film, là, on semble suggérer qu'aujourd'hui, on aurait un petit peu la connaissance de ce moteur interne, ce seraient les gènes architectes. Mais là, il y a des glissements extraordinaires. On ne nous dit pas exactement ce que sont ces gènes architectes. On a l'impression qu'ils sont tout puissants. Et on a l'impression, au fond, qu'il y a là l'explication, alors que pour les biologistes, certes, les gènes architectes sont importants, mais pas de la manière dont leur action est présentée dans le film. Pierre-Henri Gouillon, je crois qu'un détail vous a particulièrement oui, sur ce plan-là, je dois dire que l'histoire de l'axolote telle qu'elle est présentée a quelque chose d'extraordinairement choquant. Parce que, bien sûr, il existe toute une série d'animaux qui ont une vie larvaire à l'état aquatique et puis qui sortent de l'eau, comme les têtards se transforment en grenouilles, etc. Et évidemment, il y a peu de gènes, voire un gène d'ailleurs qui fait le switch et qui fait que l'organisme passe de son état aquatique à son état adulte et terrestre.
Et c'est exactement ce qui se passe dans le cas de l'axolote. Donc évidemment que si on injecte le produit de ce gène à l'individu, eh bien, par une cascade d'événements qu'on commence à connaître un petit peu, eh bien, les gènes qui faisaient les branchies, etc., disparaissent, et les gènes qui faisaient la forme avec les poumons, la forme terrestre, se mettent à s'exprimer, et donc l'individu mue en une forme adulte. Or, dans le film, tel que c'est présenté, on dirait que l'individu, il serait jamais devenu terrestre si jamais on lui avait pas injecté le produit de ce gène. C'est complètement faux. On a simplement recréé un événement de transformation d'un individu qui se produit normalement dans la nature. Et évidemment, tous les gènes qui permettent de faire les poumons, eh ben, ils étaient déjà là et il avait fallu qu'ils soient fabriqués. Donc l'évolution n'a pas pu se faire par un processus comme celui-là. Il y a une espèce de confusion entre le développement normal d'un organisme et l'évolution d'une espèce. Et ça, c'est une confusion qu'on retrouve à de très nombreux endroits dans le film. Michel Morange, un autre fait spectaculaire dans le film, c'est l'exposé d'une mutation simultanée de tous les homos d'une époque donnée sur la planète, dû à cette inclinaison du sphénoïde. Alors comment vous interprétez cette notion de simultanéité de l'événement ? Là encore, d'ailleurs, ce qui est dit ne reflète pas, je pense, l'opinion la plus largement admise parmi les scientifiques qui ne croient pas cette évolution parallèle des différents rameaux humains sur les différents continents. Donc c'est une opinion très minoritaire qu'il aurait pu y avoir une telle évolution parallèle. Quant à la simultanéité, elle est totalement incompréhensible. Elle se comprend dans le récit qui nous est donné à partir de cette idée d'une sorte de moteur qui avance régulièrement, mais ça c'est de la science-fiction, on n'est plus dans le domaine de la science. Pierre-Henri Gouillon, sur ce point. Oui, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de discussions chez les évolutionnistes pour savoir jusqu'à quel point l'évolution se fait par saut ou se fait par phénomène progressif. Évidemment, il y a un peu des deux dans la réalité, donc on peut discuter à l'infini là-dessus. Le problème de savoir aussi si l'évolution est buissonnante ou si jamais se fabriquent directement des grands rameaux, etc. Le fait de savoir s'il arrive que des rameaux se séparent et puis se reconnectent. Donc, il y a évidemment beaucoup de questions qui se posent en termes d'évolution. Et sur ce plan-là, ce débat-là est intéressant. Dire qu'il est résolu de cette façon-là, déjà, c'est un peu embêtant. Et puis dire que l'une des réponses implique une espèce de moteur interne, ça, c'est de la science-fiction, comme disait... Alors, pour compléter le contenu du film, je crois qu'il faut mentionner aussi ce qu'il n'y a pas dans ce film. Et en particulier, Michel Morange, il n'est jamais fait mention de sélection naturelle. Non, de manière assez étonnante, parce que c'est quand même un composant tout à fait important de la pensée biologique actuelle et de nos idées sur l'évolution des êtres vivants. Comment vous expliquez cette absence ? Je pense que c'est un choix. S'il y a un moteur interne, il ne peut pas y avoir de sélection naturelle et donc d'action de l'environnement sur l'évolution. Pierre-Henri Gouillon, est-ce qu'on peut aujourd'hui parler de l'évolution de l'espèce humaine en faisant abstraction de la sélection naturelle ? Je pense que ce qui est remarquable, c'est que l'environnement est évoqué comme faisant évoluer les espèces sans mention de sélection naturelle. Or, si l'environnement joue sur l'évolution des espèces, eh bien, c'est évidemment à travers le fait que l'environnement va sélectionner des formes qui se débrouillent mieux dans son sein. Et évidemment, étant donné que c'est pas présenté comme ça, on a un peu l'impression que le point de départ, il est pré-darwinien, qu'on est il y a 200 ans. Et là, on est dans la vision de Lamarck, où l'environnement lui-même agit sur les organismes et les fait évoluer. Non, l'environnement agit pas lui-même, il agit sur le développement d'un organisme, et toujours pareil, cette confusion entre développement d'un organisme et évolution des espèces. L'environnement agit sur le développement des organismes, mais il n'agit sur l'évolution des espèces qu'à travers la sélection naturelle. C'est un parti pris absolument critiquable de faire tout un film là-dessus sans évoquer ce point-là. Alors Michel Morange, il faut quand même évoquer également une autre notion qui n'est pas présente dans le film, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis l'intelligent design, qui est une forme, on pourrait dire, pour aller vite, moderne du créationnisme. Est-ce qu'il y a dans ce film, à votre avis, des traces de cette conception ? Très probablement. Elles ne sont pas apparentes. Il n'y a aucune référence explicite à l'intelligent design, mais on pourrait dire que toute la philosophie qui traverse ce film se réfère à l'intelligent design, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une sorte de projet de but à l'évolution. La notion même de moteur interne qu'utilise Anne d'Ambricourt va tout à fait dans ce sens. Au fond, l'évolution suit des rails dans une direction bien précise. Mais c'est au fond l'opinion de l'auteur, probablement, j'imagine, mais je pense que c'est pas... quelles que soient les opinions qu'elle a, le plus critiquable, c'est cette distorsion des faits qu'elle opère en vue justement de soutenir un petit peu cette vision, ce modèle.
Pierre-Henri Gouillon, dans l'histoire un petit peu de cette science qui essaie de comprendre l'évolution de l'espèce humaine, comment vous situez ce mouvement d'intelligent design et quel lien peut-il avoir avec le film? Vous savez, les rapports entre la religion et la science ont toujours été difficiles, et ils le sont particulièrement concernant l'évolution. Vous savez, Darwin a été immédiatement critiqué par les instances ecclésiastiques, et à partir du moment où le darwinisme existe le créationnisme, qui est donc une vision dans laquelle on va s'opposer au darwinisme et à l'évolution, en disant que non, le monde a été créé comme écrit dans la Bible. Et puis, mais il y a d'autres mouvements, donc le mouvement Intelligent Design, qui va être un mouvement un peu hybride, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on accepte le fait évolutif, mais à condition qu'il soit guidé très très précisément avec un but, et puis des lois de complexité croissante, des choses comme ça. Évidemment que la vie n'a pas commencé par fabriquer des êtres très 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 élaborés, et puis ensuite à fabriquer des êtres unicellulaires. Évidemment que ça allait dans l'autre sens. Ça ne veut pas dire qu'il y a une loi de complexification. Donc tout le temps, il y a comme ça cette idée qu'il y a un guidage très fort divin de l'évolution. C'est ça l'intelligent design, et en France ça trouve ses racines évidemment chez Teilhard de Chardin, il n'y a pas de problème. Donc ce genre de choses existe, et bien entendu il est difficile de faire coexister la science et la religion. C'est une difficulté constante depuis Galilée et même certainement avant, mais là sur l'évolution on est vraiment au cœur de ce type de problème. Donc je pense que c'est extrêmement embêtant que des scientifiques se mettent à mélanger comme ça leur démarche de scientifique et leur foi. Michel Morange, comment vous percevez aujourd'hui le développement de ces conceptions, par exemple en France? On sait qu'aux États-Unis, un procès est en cours dans le Kansas, mais en France, est-ce que vous ressentez un développement de ces conceptions? On ressent moins en France qu'aux États-Unis pour des raisons historiques évidentes. Aussi, il y a quand même une certaine laïcité dans la société française. Il y a une séparation de la religion et en particulier de la science. Ce qu'on peut reprocher, je suis tout à fait d'accord avec Pierre-Henri d'ailleurs, c'est que l'auteur apparemment ne laisse pas ses opinions religieuses dans le vestiaire avant d'entrer dans le laboratoire. Il ne faut pas confondre les deux domaines. En même temps, ils ne sont pas apparents d'une façon explicite. Non, ils ne sont pas apparents d'une façon explicite, mais ce qui est clair, c'est que le scénario qu'elle nous propose est mythique. Ça ne correspond pas à une réalité. En réalité, ça ne se comprend qu'à travers cette volonté de faire passer un certain message. Sinon, il n'y a pas de justification scientifique à l'hypothèse que nous avons vue. Eh bien, merci à nos deux invités. C'est ce que nous pouvions dire après la diffusion de ce film dans le temps qui nous était imparti. Merci donc à Pierre-Henri Gouillon et à Michel Morange d'avoir accepté de participer à ce débat. Et bonne soirée.